Vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, nous voici réunis pour cette nouvelle édition de Vincianisme 43, en compagnie bien évidemment de Jean-Luc Ardit à la technique et de moi-même au micro. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion née d'une fulgurance. La bonté est une discipline. Voilà ce qui m'a trotté dans la tête. La bonté est une discipline. Mais commençons par le début. Je pense qu'en chérissant sans cesse l'espérance d'un avenir radieux, nous manquons l'instant présent, glissant à côté de la vie. Il faudrait apprendre l'art de danser avec nos chagrins, de laisser les perles de solitude se faufiler le long de nos pensées, rire jusqu'à ce que les larmes surgissent, tel un enfant barbotant dans une mare, et se salir de joie. Notre plus grande victoire réside dans le sourire face à l'absurde. Le réel demeure toujours hors de notre portée, insaisissable et surtout indifférent à nos attentes et à nos interprétations. Nos illusions résident dans notre interprétation personnelle du réel lorsque nous donnons un sens à l'existence pour, in fine, nous protéger du vide. Une habitude humaine persistante sous le parapluie illusoire de l'espoir. Un dense tissu d'interprétation, de représentation, de récits que nous appelons le monde. Pourtant, le réel, c'est ce qui se présente à nous sans condition. Le réel se dresse devant nous et nous choisissons de l'ignorer. Quel dommage! Peut-être devrions-nous simplement accepter la vie telle qu'elle se présente, sans la critiquer excessivement. D'ailleurs, chaque fois que nous tentons de définir le réel, nous échouons. Et puisque tout va assez tragiquement et que les choses ne s'amélioreront pas, autant être joyeux. Je suis convaincu que le simple silence est l'origine de toute mélodie. Il est bon de vivre car la vie est difficile. Il est bon d'être joyeux car la joie rend cette difficulté de vivre paisible, légère et nourrissante. La joie est un souffle, tout en sachant que la force de vivre n'obéit à aucune ritournelle répétitive. En fin de compte, je ne sais plus qui je suis. J'existe tout simplement dans l'intensité et l'intimité du fugace de l'éphémère. C'est ainsi que je compte exister encore et encore face aux hostilités, ne me laissant jamais enfermer dans une identité quelle qu'elle soit. Et je continue à me retrouver sans jamais abandonner dans cette vie que je façonne chaque jour. Qu'elle soit douce ou non, la vie nous marque de son empreinte. La vie est déjà là. Je continue à m'émerveiller de ce qui m'échappe. Néanmoins, tout en restant sans illusion et sachant que donner du sens au monde est voué à l'échec, je comprends que toute vraie connaissance est impossible. Comme Camus, je pense que ce monde en soi n'est pas raisonnable. Comme Eugène Ionesco, chef de file du théâtre de l'absurde, je suis d'accord avec lui quand il exprime dans son œuvre l'effondrement du langage et le sentiment d'un vide métaphysique. Je reprends à mon compte la phrase d'Albert Camus « La vie n'a pas de sens, mais elle vaut la peine d'être vécue ». Son message est d'accepter l'absurde plutôt que de le rejeter, et ainsi de découvrir une forme de sérénité dans l'existence. Et c'est à ce moment de ma réflexion qu'une phrase a titillé mon esprit « La bonté est une discipline ». C'est une façon pour moi d'accepter le réel tout en vivant le plus souvent possible de manière paisible. Cette affirmation pourrait reposer sur une analyse philosophique et scientifique des impacts profonds de la bonté sur les individus et les sociétés. La bonté a été une préoccupation centrale pour de nombreux philosophes à travers les âges.
Aristote, dans son éthique à Nicomaque, décrit la bonté comme une vertu essentielle à la vie bonne et à l'épanouissement humain. Selon lui, pratiquer la bonté mène à l'eudémonia, ou bonheur qui est sa finalité naturelle. La bonté, dans cette perspective, n'est pas seulement un acte ponctuel, mais une habitude, une discipline qui forme le caractère. De même, Emmanuel Kant souligne l'importance de la bonté à travers le concept de la bonne volonté. Pour Kant, une action est moralement bonne non seulement pour ses conséquences, mais aussi pour l'intention bienveillante qui la motive. Lorsque nous pensons aux révolutions, nous imaginons souvent des changements radicaux apportés par des actes de force ou de résistance. Cependant, la bonté peut être vue comme une forme de révolution douce mais puissante. Martin Luther King Jr. a souvent parlé de la révolution des valeurs, où la bonté et l'amour deviennent des forces motrices pour le changement social. La bonté pourrait briser les chaînes des comportements destructeurs. Les recherches en psychologie montrent que la bonté a des effets profonds sur le bien-être mental et émotionnel. Des études ont démontré que les actes de bonté augmentent les niveaux de sérotonine, l'hormone du bien-être, chez ceux qui donnent et reçoivent de la bonté. Divers courants de recherche contemporaine conduisent à la conclusion qu'il existe chez l'être humain une prédisposition naturelle à la bonté. Celle-ci peut ensuite être développée ou inhibée en fonction de l'environnement social et des choix de l'individu. Ouais! J'ai trouvé dans une revue sur le web, Kern Info Sciences humaines et sociales, ce passage. Félix Warneken et Michael Tomasello de l'Institut Max Planck de Leipzig ont mené une série d'expériences passionnantes sur l'altruisme chez le tout jeune enfant. Elles montrent que dès l'âge de 14 mois, un bébé peut aider spontanément d'autres personnes à parvenir à leur objectif. Et donc c'est en 2007, Warneken et Tomasello. L'expérience se déroule en présence d'un des parents pour que l'enfant se sente à l'aise, à qui il est demandé de ne pas intervenir. Une série de 6 situations vont se produire au cours desquelles un adulte ne parvient pas à atteindre un objectif. Par exemple, il utilise des pinces à linge pour accrocher des serviettes sur un fil, mais en fait accidentellement tomber une sur le sol et tente en vain de la récupérer. Ou bien il essaye de ranger une pile de paquets dans un placard, mais il n'arrive pas à ouvrir la porte car ses mains sont pleines. Face à cela, 18 bébés sur 24 ont aidé au moins une fois. Ils l'ont fait spontanément, sans que leur demande et sans attendre de récompense ou de louange de la part de l'adulte pour leur effort. Ils ont aidé très rapidement, en moyenne au bout de 7 secondes. Les avancées en neurosciences ont également mis en lumière les effets transformateurs de la bonté sur le cerveau. Les actes de bonté activent les circuits neuronaux liés à la récompense, ce qui renforce les comportements pro-sociaux. La pratique régulière de la bonté peut même entraîner des changements neuroplastiques, augmentant la capacité du cerveau à ressentir et à exprimer davantage de bonté. Toujours dans la même revue sur le web Kern Info Sciences humaines et sociales, j'ai trouvé cet éclairage que je vais vous lire. Lorsqu'un mammifère, y compris l'être humain, vit des situations agréables telles que la vue d'une nourriture appréciée, un environnement incitant à la curiosité, la présence d'un partenaire sexuel, etc., cela stimule plusieurs zones cérébrales appelées systèmes de récompense ou de satisfaction. C'est les études de Kringelbach et Berridge en 2009. Or, ce mécanisme, qui semble essentiellement inné, est également stimulé lorsque nous manifestons de l'empathie et de la bienveillance, que nous sommes généreux ou que nous coopérons avec d'autres personnes. Ainsi, dans une autre étude de Beauregard et autres en 2009, la moitié des sujets regardent des photographies de personnes handicapées mentales. Les autres regardent les mêmes photographies, mais en étant invités à ressentir un amour inconditionnel envers ces personnes. Les structures cérébrales qui sont alors activées participent au système de récompense.
Dans une autre recherche, Moll et autres, en 2006, chaque participant reçoit $128 qu'il peut utiliser à son gré. Il peut garder cette somme intégralement pour lui-même ou en distribuer une partie ou la totalité à des associations de son choix, représentant un large spectre idéologique. La somme moyenne offerte par les sujets aux associations est de $51, soit 40% de l'argent qu'il aurait initialement proposé, avec une fourchette allant de 21 à $80. Mais le plus intéressant est ailleurs. Le système de récompense est stimulé non seulement lorsque le sujet décide de garder l'argent pour lui, ce qui était déjà connu, mais aussi lorsqu'il choisit de l'accorder à une association. Certaines zones du système de récompense sont même plus stimulées par les dons que par le gain personnel. Ces mêmes zones jouent un rôle clé dans les relations affectives. De plus, ce sont les sujets qui font les choix les plus coûteux qui ont la plus forte activation de striatum, une des zones principales du système de récompense. Par ailleurs, plusieurs recherches montrent que la coopération et la confiance stimulent des zones de la récompense, tandis que la compétition ne le fait pas. Et ça, c'est une étude de 2002 de Rilling et autres, et de King, Casas et autres en 2005. Un autre courant de recherche en neurobiologie concerne les neurones miroirs, découverts au début des années 1990 et qui font aujourd'hui l'objet de très nombreuses études, donc Rizzolatti et Sinigaglia en 2011. Ces cellules nerveuses s'activent non seulement lorsque l'individu accomplit une action, mais aussi lorsqu'il voit un autre individu la réaliser. Lorsqu'une personne observe l'état émotionnel d'une autre, qu'il s'agisse de dégoût, de douleur, etc., cela active des parties du réseau neuronal qui traite ce même état en elle-même. En d'autres termes, nous éprouvons des émotions en miroir de celles ressenties par autrui. Et ça, c'est l'étude de Kaiser et Gazzola en 2009. Et selon Vittorio Gallese et Giacomo Rizzolatti, déjà cités avant, deux des découvreurs des neurones miroirs, ces derniers constituent le fondement neurologique de l'empathie. Les neurones miroirs ne sont pas des entités fixes immuables. Ils peuvent se développer en fonction du contexte. C'est l'étude de Heiss en 2010. Ainsi, notre cerveau est prédisposé à l'empathie, mais cela n'est pas suffisant pour agir avec bonté. Le choix personnel de l'individu, soutenu par un contexte social favorable, est également nécessaire. Alors, voir la bonté comme une discipline signifie qu'elle nécessite un engagement et une pratique régulière. Cela implique de cultiver la patience, l'empathie et la compréhension, même dans des situations difficiles. La bonté devient alors un exercice quotidien de dépassement de soi, où l'on cherche constamment à améliorer le bien-être des autres. Tout en restant un pourfendeur d'illusions, et étant convaincu que le réel est très têtu, comme l'a bien décrit Clément Rosset, je continue d'opposer aux illusions consolatrices la réalité sans phare. Malgré tout, la bonté, en tant que discipline, a le potentiel de transformer nos vies individuelles. Elle nous invite à repenser nos interactions quotidiennes et nos structures sociales à travers le prisme d'une justice qui contrôle le droit et l'amour qui surveille la justice. Une justice qui contrôle le droit et l'amour qui surveille la justice. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.